rexlanco.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et comme par hasard, ce slogan de Radio Londres tombe très bien parce que la blanquette de veau, c'est l'alimentation et nous allons beaucoup parler de ce que personne d'entre nous ne peut éviter et qu'on aime, c'est l'alimentation. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle, André Berkoff, avec votre invité du jour, Jacques Attali, ancien conseiller spécial de François Mitterrand pendant près de 10 ans, essayiste, économiste, qui nous présente son livre « Histoire de l'alimentation ». De quoi manger est-il le nom ? C'est publié chez Fayard. Alors Jacques Attali, moi ce que je voudrais dire au départ, c'est qu'il y a des gens qui vous aiment, je fais partie, il y a des gens qui ne vous aiment pas, il y a des gens qui sont indifférents, mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que vous vous êtes attelé, et de façon assez passionnante, à des tas de domaines. Je voudrais les citer, parce que vous avez écrit combien de livres, Jacques Attali ? Presque 80. 80 livres, d'accord. Et sur ces 80 livres, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez fait des histoires longues. C'est-à-dire que Jacques Attali a fait sur la musique, sur la médecine, sur la mesure du temps, de la propriété, du nomadisme, de l'amour, de la mort, de la géopolitique, de la technologie, du judaïsme, de la modernité, des labyrinthes, de la prévision, de la mer et autres. Il a fait ce que j'appelle des histoires totales, c'est-à-dire qu'il s'est emparé des éléments historiques, des éléments constitutifs de tous ces domaines, et il les a explorés jusqu'au bout. Et c'est ça qui est très spécifique. On parle évidemment de conseil spécial de Mitterrand. On parle, je le dis aussi, vous êtes fondateur de 5 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, la BERT, Positive Planète et Micro. Et ça, c'est très important, les micro-entrepreneurs, le microcrédit. Vous avez apporté votre appui, enfin, la microcred à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Et donc, vous avez vraiment exploré jusqu'au bout. Et personne ne peut vous reprocher, on peut adhérer à vos positions ou pas, mais personne ne peut vous reprocher de n'être pas allé jusqu'à l'os. Et vous venez de le faire aussi, on va parler avec cette histoire de l'alimentation, parce que là, alors, vous remontez, mais vraiment, vous remontez aux singes, vous remontez à nos grands ancêtres. Absolument. J'essaie d'expliquer la naissance de l'espèce humaine, qui naît d'ailleurs de l'alimentation, parce que c'est en changeant d'alimentation que l'humanité change de visage, commence à ingérer des choses plus faciles à digérer, donc fait diminuer la taille de l'intestin et augmenter la taille du cerveau. Et c'est par ce changement de l'alimentation que progressivement les humanoïdes deviennent des humains et entretiennent entre eux du langage. Et un des points centraux de ce que je crois avoir découvert, c'est qu'il y a un lien très profond entre le langage et l'alimentation. Oui. On mange en conversant, on converse en mangeant, et aujourd'hui la disparition de la dimension de conversation autour du repas, avec la disparition du repas, est un point extrêmement grave de nos évolutions sociales. On va en parler d'ailleurs du fast-food et tout ce que ça introduit, mais auparavant, Jacques Attali, c'est étonnant, parce que moi, en lisant cela, on a retrouvé des traces de quoi, je ne sais pas, de 100 000 ans, On a des traces à 500 000 ans, puisqu'il y a 500 000 ans, on sait maintenant que ce que mangeaient les Chinois, et quand ils ont 500 000 ans. Oui, quand ils ont maîtrisé le feu. On a une idée assez précise aussi de ce que mangeaient les humanoïdes il y a 2 millions d'années. Quand on compare la forme de leurs ossements et la végétation de cette époque, dont on a des traces fossilisées. Donc on peut assez précisément savoir ce que mangeaient les êtres humains, enfin quasi-humains, il y a 2 millions d'années. Si on monte plus loin, on a à peu près la certitude qu'il y a 6-7 millions d'années, les humanoïdes étaient pratiquement végétariens, ils mangeaient cru évidemment jusqu'il y a 500 000 ans. Ils mangeaient pratiquement que des légumes. S'ils mangeaient des animaux crus, c'était cru, des petits animaux, ou alors des animaux cuits par la nature, par la foudre ou par un incendie. Donc c'est avec le feu et l'invention du feu que ça a commencé. Alors comme vous savez, c'est pas l'invention du feu, mais qui est tombé avec la foudre, mais c'est la maîtrise du feu qui a été le fait qu'on sache, qu'on savait ou qu'on a appris. Alors cette date recule. Il y a encore 15 ans, on disait que c'était 100 000 ans. Aujourd'hui, on pense que c'est 500 000 ans. De toute façon, toutes les dates sont en train de reculer. L'anthropologie nous apprend que tout ce qu'on croyait être il y a 100 000 ans, c'est il y a 200 000 ans. De même, la sortie des humains de l'Afrique, c'est beaucoup plus tôt qu'on ne croyait. Donc, à 500 000 ans, ça commence à évoluer. Et la grande mutation qui vient après, c'est vers 8-10 000 ans dans la région des grands fleuves. Les 2 régions de grands fleuves, c'est-à-dire l'Égypte, le Nil,
et les fleuves de l'Euphrate, où il y a des terres fertiles. Donc les hommes se regroupent, commencent à s'installer un peu, puisque jusque-là, ils sont nomades. C'est la sédentarisation. C'est la sédentarisation. Ouais. Les hommes sont nomades. Il ne faut pas oublier que nous sommes des sédentaires, mais très récemment. Donc notre cerveau, notre esprit est nomade depuis beaucoup plus longtemps que nous ne sommes sédentaires. C'était les chasseurs et voilà, chasseurs-cueilleurs. Ouais. Et alors, quand ils s'installent, ouais. là, ils commencent à avoir besoin de créer des empires, parce qu'il faut installer des barrages, il faut se regrouper. Et donc, progressivement, alors que la population de la planète ne dépasse pas, à cette époque, même pas 10 millions de personnes, 10-15 millions de personnes. Il y a 10 000 ans, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut, à ce moment-là, créer des empires, c'est-à-dire regrouper les villages très vite. Donc, il y a, on pense, au moins 5 000 ans, sans doute plus, 5-6 000 ans, commencent à apparaître les premiers empires, qui sont essentiellement les empires mésopotamiens. Puis ensuite, un peu après, presque simultanément, mais un peu après, les empires égyptiens. On ne sait pas très bien en Afrique ou en Amérique, parce qu'on a des traces beaucoup plus récentes. Ouais. Et en Chine, il y a toute une mythologie qui dit que l'Empire chinois, c'est moins 3000, mais c'est peu vraisemblable. L'Empire chinois, c'est moins 500, pas plus. Et donc, c'est surtout dans cette région, Mésopotamie, l'ensemble très fertile de cette région qui va de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, Israël, l'Irak, la Syrie, le Liban, qui vous est si cher. Je dois discloser quelque chose, si vous permettez. Parce que allez-y, disclosez. Je disclose, comme on dit en anglais, qu'André et moi, on se connaît depuis 44 ans. Exact. Nous sommes des amis intimes. Il nous arrive en effet de ne pas penser la même chose. Et ça ne change rien à notre affection et à mon admiration à son égard. Voilà. Et réciproque. Quand naît, alors Jacques, puisque nous parlons de ça, quand naît le banquet ? C'est l'art, donc quand naît l'art de la table ? Alors, l'art de la table, le banquet, l'art du manger. Le banquet commence, en tout cas d'après ce qu'on a comme source historique, en Mésopotamie à 5000 ans. On a des traces de banquiers, lapsus merveilleux. Intéressant. Mais l'histoire de l'argent. Ça renvoie à la même chose, parce que le banquet, ça vient du banc, et la banque vient aussi du banc, parce que c'est sur un banc que les premiers banquiers italiens ont commencé à faire du travail de change, puisque le banquier, c'est d'abord le changeur. Donc banquier et banquet, c'est le même mot. Et ces banquets sont d'abord politiques, ils sont d'abord des banquets en l'honneur des dieux. Les dieux dînent ensemble, puis ensuite les dieux dînent avec les empereurs, puis ensuite les empereurs dînent avec les hommes, et donc c'est comme ça que ça se constitue. Le repas est le lieu essentiel de constitution du pouvoir, et l'empereur doit montrer ça. C'est les gens de pouvoir qui font les repas, enfin qui font... Tout le monde mange évidemment, mais les gens de pouvoir doivent manifester leur pouvoir par la magnificence de leur repas, ce qu'on a retrouvé ensuite... chez Marcel Mauss et Bataille, tous ceux qui ont dit l'importance. Le don. Voilà, le don. Donc, bien sûr. Le don de la nourriture était fondamental. Donc on a des traces assez précises, tant dans l'épopée de Gilgamesh que dans toutes les traces qu'on a des empires babyloniens, ou les empires égyptiens. On sait très bien ce que les gens mangeaient. On sait très très bien ce qu'on mangeait. On sait qu'ils commençaient à boire de la bière, qu'ils mangeaient essentiellement des céréales. Il n'y avait pas le vin à l'époque déjà ? Le vin commence à peu près à ce moment-là, mais le premier alcool semble être plutôt autour de la bière. Ouais. Et le vin commence à peu près il y a 4500 ans, autant qu'on sache. Et ensuite... et les cérémonies, Jacques Attali, parce qu'il faut parler des cérémonies, du manger ensemble. Le manger ensemble, ça a toujours été extrêmement cérémonial. On mangeait dans un certain ordre de très précis, avec des plats très longs, avec un ordre dans lequel chacun était servi. En gros, dans toutes ces civilisations, plus on est puissant, plus on mange des choses qui volent haut. Ah oui. Parce que c'est difficile à atteindre, donc si les choses qui volent haut sont réservées aux gens puissants, qui en même temps leur permettent de côtoyer les dieux, puisque ça vole haut. Donc les oiseaux, les elfes, voilà. Tout ça. Et alors, ce qui me fascine, par exemple, c'est qu'en Égypte, le hiéroglyphe qui veut dire manger, c'est le même qui veut dire parler et aimer. Ça dit tout. Ça dit parler, aimer, haïr, oui, vous le dites. Là, c'est la même chose, je reproduis d'ailleurs. Oui, l'homme avec la main devant sa bouche. Voilà, c'est la même chose. Tout simplement parce que le repas est le lieu principal de la conversation. On y reviendra peut-être tout à l'heure en parlant de l'actualité, mais c'est vraiment fondamental. La conversation suppose le repas, et la disparition du repas est un problème. Ensuite, ce repas reste rituel. On trouve une ritualisation très particulière à Athènes, dans les villes grecques, où les gens de pouvoir, c'est-à-dire les citoyens, contrairement à ce que les gens croient, les citoyens grecs sont très peu nombreux. C'est pas du tout une vraie démocratie, au sens. Démocratie à base d'esclaves, aussi, il ne faut pas oublier. Et donc les quelques citoyens, qui sont peut-être 3, 4, 5 000 selon les époques, eh bien, tout simplement, ils mangent tous les jours ensemble. Et parfois, quand ça devient trop nombreux, c'est par tirage au sort. Et
50, 100 personnes doivent manger ensemble. Imaginez, c'est une démocratie où vous devez manger ensemble. C'est comme si le repas du siècle était le lieu du pouvoir. Oui, c'est ça. Les gens mangent ensemble et ils décident ensemble. Et c'était régulier? C'était tous les jours. Ils mangeaient tous les jours ensemble, mais ils étaient après tirés au sort, de façon à ce que ça tourne. À Rome aussi. Rome, c'est la même chose. La même chose, les gens de pouvoir mangent ensemble. Les gens du peuple, eux, n'ont pas de cuisine. Ils achètent les repas tout faits dans les petites boutiques du Forum, ce qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Et les gens riches ont des villas. Les food trucks d'aujourd'hui, voilà. quoi. Et les gens riches ont des villas, des cuisiniers. On commence à voir les repas à table, avec le fait qu'on passe du coucher à assis, avec la table, on dit, avec évidemment des plats magnifiques qu'on connaît, puisqu'on a des traces. Et toujours le rituel, est-ce que ça existait déjà, je dis pour les auditeurs qui rentrent dans le cas, il y avait déjà les hors d'œuvre, entrées, plats, tout ça etc. Oui, non, mais il y a tout ça, mais avec 50 plats. C'est ça, 50 hors d'œuvre pour les plats. J'ai cité l'exemple d'un repas d'inauguration d'un temple qui a duré 3 jours. Oui. Donc c'est des prenez choses, le temps. on prenait vraiment le temps. Et d'ailleurs, à ces repas, c'était non seulement le prince, mais tous ceux qui avaient participé à la construction du temple en question. Donc il y avait un rituel. Les horaires des repas d'aujourd'hui et l'ordre des repas salés, sucrés, etc., c'est très récent. C'est très récent. C'est très récent, ça. Juste le petit déjeuner, dîner, par exemple, aujourd'hui, sur quel tout. Alors ça existait. Ça existait, mais c'était très variable. En gros, disons jusque très récemment, c'est-à-dire jusqu'au 18e siècle, on mangeait très peu au petit déjeuner, presque rien à midi et tout le soir. Ah oui. En gros, c'était ça. Alors qu'on lui dit le contraire aujourd'hui. Oui, exactement. Très peu au petit déjeuner, assez peu à midi et beaucoup le soir. Ouais. C'était là où on prenait son temps et même si on prend Louis XIV, qui est un symbole extraordinaire, parce que le repas de Louis XIV est un repas qui va changer tout. Disons que dans l'ordre, les cuisines les plus importantes, c'est dans la cuisine chinoise, qui est la plus importante entre l'an 0 et l'an 700. À partir de l'an 700-800, les Arabes, qui ont récupéré les Égyptiens épices, surtout, les Arabes, la presqu'île. La presqu'île, oui. Qui ont récupéré les épices chinoises, puisqu'ils commerçaient beaucoup avec la Chine, en particulier avec une île qui s'appelle Sirijawa, qui était la grande puissance asiatique du 5e ou 10e siècle, récupèrent les épices et inventent une cuisine arabe géniale, qui va récupérer et inventer énormément. Et à partir de la cuisine chinoise, par exemple, les pâtes qui viennent ensuite dans la 3e cuisine dominante, qui sont Chine, Arabe, Italie. Et les pâtes viennent en Italie par les Arabes, qui l'ont eux-mêmes pris des Chinois. Ouais. Donc les pâtes, les pâtes viennent de Chine. Parce que tout le monde dit les pâtes, c'est l'Italie. Oui, c'est l'Italie qui devient la cuisine dominante à partir du 12-13e siècle, au moment où l'Italie devient une puissance dominante. Ouais. L'Italie, c'est le New York, Venise, c'est le New York, bien sûr, à cette époque. Et après, c'est la cuisine française qui va dominer, même si la France ne devient pas la superpuissance, jamais. Heureusement, on a échappé à la domination de la cuisine anglaise, qui, elle, devient la cuisine dominante. Mais là, quand est-ce que l'art de la cuisine à la française, justement, on saute les siècles, apparaît et devient la cuisine française, la meilleure du monde, la plus raffinée, ça commence avec Louis XIV, qui fait inventer par ses cuisiniers, ses jardiniers, la transparence, la pureté, la disparition des sauces lourdes, qui étaient dans la cuisine arabe, chinoise et italienne, et qui invente la cuisine fraîche, la cuisine légère, même si c'était tout sauf léger encore, à notre goût. Mais ça invente là. Ensuite, il y a un risque de basculement vers la cuisine anglaise, espagnole, hollandaise, qui sont les grandes puissances. Il ne faut pas oublier qu'au temps de Louis XIV, le niveau de vie d'un Parisien, c'est le quart du niveau de vie d'un habitant d'Amsterdam. Nous ne sommes pas du tout une superpuissance. Mais enfin, la cuisine française s'impose. Et là, oui. Et elle reste là. Quand progressivement arrive la Révolution, même avant la Révolution, les grands cuisiniers des princes et de Louis XV, Louis XVI ouvrent des restaurants. C'est le grand basculement. C'est à ce moment-là. Juste Jacques Attali, avant ça, vous savez très bien, vous le rappelez, Molière a beaucoup joué sur les repas, etc. Est-ce que c'était une marque d'appartenir à la bourgeoisie de l'époque, d'avoir déjà des tables très riches, des serviteurs, etc. C'était très important, parce que d'abord, Louis XIV a marqué vraiment une révolution dans l'organisation des repas. Je décris en détail comment il faisait. Il prenait son petit déjeuner, en général seul ou avec sa famille restreinte. Son déjeuner était très restreint de même, et son dîner, soit il le partageait, soit il en donnait le spectacle. Le spectacle était assez humiliant, d'ailleurs, parce que les gens regardaient, mais ne mangeaient pas. Ils n'étaient pas à table. Et comme il savait que c'était un lieu de pouvoir, il interdisait aux nobles de manger ensemble sans lui. D'accord. Donc les gens soit
manger à Paris, et à Paris, ils avaient le droit de manger, évidemment, le roi ne le savait pas. Et puis, parfois, il avait laissé des nobles créer les conditions de leur surpuissance. On a un exemple particulier qui est celui d'un intendant célèbre, qui est Vatel, qui d'abord est l'intendant... Oui, racontez l'histoire de Vatel. Voilà, Vatel était un grand intendant, qui d'abord est l'intendant de Fouquet. Et quand Fouquet décide de faire un repas fondamental pour se rabibocher avec le roi, parce qu'il était plutôt du côté de la Fronde, il fait une grande fête, mais le roi qui y assiste est offusqué par cette fête, puisqu'il y a même Lully et Molière qui ont écrit pour l'occasion, et il l'envoie en prison jusqu'à la fin de ses jours. Vatel n'en souffre pas, il n'est pas considéré comme coupable, il était un employé, mais 10 ans plus tard, le roi est assez assis dans son pouvoir pour accepter qu'un autre grand seigneur lui donne un repas tout aussi fabuleux qui dure des heures et des heures, sur 3 jours en réalité, qui est le prince de Condé. Et le deuxième jour, ça se passe pas très bien parce que Vatel n'a pas reçu tous les ingrédients qu'il a. Il devient malheureux, neurasthénique. Le lendemain, c'est vendredi, c'est du poisson. Il n'a pas tout le poisson qu'il veut. Il se suicide. Malgré le fait que Condé était le voir en disant mais c'est pas grave, etc. Il se suicide la grandeur de la royauté est telle qu'on lui a accordé d'être enterré dans le quartier des chrétiens, même si un suicidé ne pouvait pas l'être. Et un autre exemple qui est fascinant de cette époque, c'est que Bonaparte détestait, il mangeait très vite et détestait manger. Donc il laissait les grands seigneurs autour de lui manger. Oui, Bonaparte c'est expédié. Expédié. Il détestait ça, il mangeait des choses très sommaires, perd son temps. Comme aujourd'hui, on va peut-être en reparler. Mais une phrase qui me fascine, c'est que un des personnages plus extraordinaires de cette période, qui est Talleyrand, qui était un grand seigneur, qui a traversé la Révolution magnifiquement pour lui, et qui était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon, qui l'a trahi au bon moment, et qui réapparaît au moment où Louis XVIII arrive pour gérer la défaite française et organiser la présence française à la négociation du congrès de Vienne. Et Louis XVIII convoque Talleyrand pour lui dire « Venez, je vais vous donner mes instructions ». Et Talleyrand a ce mot magnifique « Je n'ai pas besoin de vos instructions, Majesté, j'emmène mon cuisinier ». C'est très et en effet, avec son cuisinier qui portait le nom improbable de Monsieur Carême, c'est joli. Qui a inventé la toque, d'ailleurs. Belle opposition. Voilà. Il a réussi à obtenir, par les repas fabuleux, par les concours de fromage qu'il faisait, il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait, que la France a sauvé plus que les meubles. Les chefs, d'abord les chefs. Restez sur Sud Radio, les amis. André Berkoff qui reçoit son invité Jacques Attali. Nous parlons du livre de Jacques Attali, Histoire de l'alimentation. De quoi manger est-il le nom? C'est publié chez Fayard. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Radio.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Jacques Attali qui nous présente son livre Histoire de l'alimentation. De quoi manger est-il le nom? C'est publié chez Fayard. Jacques Attali, on parlait de Vatel, effectivement, du suicide de Vatel, en Louis XIV. Mais Vatel serait peut-être l'ancêtre de ceux qui ont lancé la cuisine de palace, Ritz, Escoffier. Là aussi, on est passé à un autre stade. Le mot palace renvoie au mot palais. C'est toute l'idée que les bourgeois gentilshommes, au sens de Molière, voulaient vivre comme les grands seigneurs, qui eux-mêmes, à Paris, imitaient Louis XIV, puis Louis XV, puis Louis XVI, s'en sont tirés comme ils ont pu pendant la Révolution, et ont recréé les conditions d'une vie où ils imitaient chez eux la vie de l'Ancien Régime. Et en effet, le génie de M. Ritz, qui était un employé modeste d'hôtel suisse, qui progressivement a une intelligence de génie de rassembler des talents autour de lui, dont M. Escoffier, qui est un très grand cuisinier, qui va être en effet le fondateur de la cuisine française moderne, c'est-à-dire celle de Louis XIV allégée un peu pour la rendre possible, et qui va faire ses armes partout, qui va être le grand cuisinier des grands hôtels anglais et suisses, qui rassemble assez d'argent pour inventer le concept de palace, dont le Ritz est le premier à Paris. Et il crée le Ritz après avec de l'argent anglais d'ailleurs et de l'argent français. Et ensuite, il en fait plusieurs, et c'est là où ils installent vraiment la toute-puissance de la cuisine française à travers le monde. Et quand on voit d'ailleurs aujourd'hui les grands festins du 19e siècle, où ils mangeaient 50 plats, voilà, là aussi... Ça reste encore, c'est moins que les repas précédents, mais ça reste ça. Je donne l'exemple d'un de ces repas cuisinés par Escoffier, où on voit en effet
il doit y avoir une dizaine de plats principaux, une douzaine hors d'œuvre et 3-4 desserts. Donc beaucoup sont inventés par lui. Hein. La pêche melba, la crêpe Suzette, tout ça, c'est vrai, la pêche melba, oui, tout à fait. Et alors, je voudrais, il faut sauter les étapes, oui, très près du micro, Jacques. Sautons les étapes. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est vraiment l'histoire complète. Alors, et arrive à un moment donné quelque chose, et vous parlez du capitalisme américain et de la diététique. Alors, c'est passionnant. J'en parle du capitalisme, mais ça serait aussi vrai du capitalisme d'État qui a été l'Union soviétique, mais qui a, comme celui-là a disparu, parlant du capitalisme. Ce qui est fascinant, ce qui arrive, c'est que ils comprennent aux États-Unis, vers le milieu du 19e siècle, que l'extraordinaire nourriture américaine de l'époque, parce qu'il y avait une nature incroyable, des produits disponibles fantastiques, que c'est pas bon. C'est pas bon pour le système. Il faut que les gens ne trouvent pas de plaisir à manger pour qu'ils mangent vite et qu'ils consacrent leur argent à autre chose. Et ça, c'est la clé. Vous dites que, donc, pour protéger la santé, il faut pas mal bouffer. C'est pas pour protéger la santé, c'est pour protéger le système économique. Ah oui, c'est ça. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. S'ils mangent trop, ils vont pas travailler. Non, mais d'abord, s'ils mangent trop, ils passent du temps à manger. Il faut surtout pas passer de temps à manger. D'accord. Il faut que ça soit pas cher pour qu'on puisse consacrer l'argent à autre chose et qu'on puisse consacrer ce temps à travailler. Donc, alors ça commence par faire de la nourriture fade en expliquant que le plaisir c'est pas bon. Donc on renvoie à toutes les idéologies du puritanisme. Puritaines. Ouais. Donc on invente les cornflakes. C'est M. Graham qui va les inventer. Peu de gens savent que les cornflakes ont été inventés pour réduire la libido, pour faire en sorte que les gens n'aient pas envie ni de se masturber ni de faire l'amour. Donc c'est pour ça qu'on fait des cornflakes. Alors vous saurez pour les cornflakes. Hein. Voilà. Et plus tard, ensuite, un peu après, on dit oulala, c'est vraiment pas assez bon pour que les gens puissent le manger, et on invente le ketchup, M. Heinz, et l'alliance de M. Kellogg qui va industrialiser. C'est-à-dire, il faut que le plaisir de manger soit extrêmement diminué. Extrêmement diminué. Pour la production, le travail. Pour la production. Ouais. D'ailleurs, les premières productions en série, c'est les abattoirs de Chicago. Et Henry Ford a lui-même dit dans ses mémoires que l'idée du travail à la chaîne lui est venue en regardant les abattoirs de Chicago, qui produisaient la moitié de la viande américaine en particulier. Et là apparaissent beaucoup de choses, apparaissent la tablette de chocolat, les biscuits, la conserve, les engrais. Donc progressivement se met en place la nourriture nomade, on retourne au nomadisme, la nourriture portable qui est industrielle, qui était d'abord nécessaire pour les armées. Puis après apparaît ce qui devait arriver évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a de la nourriture portable et industrielle, il y aura le restaurant industriel, donc apparaît le fast-food, mais qui apparaît après la nourriture industrielle, qui apparaît assez tard, 1920 pour commencer. Puis les McDo, c'est 1930. D'ailleurs, c'est une histoire très intéressante, puisque les McDo, c'est deux frères qui avaient fait un petit restaurant, puis un deuxième petit restaurant à la place du premier. Puis qu'ensuite, il y a un marchand d'instruments ménagers qui a trouvé que c'était pas mal, qui s'est associé à eux, qui les a virés. Monsieur Kroc, on n'invente pas ce nom. Il les a virés, qui a fait l'Empire, et qui l'a lui-même dirigé jusque les années 70. Oui, c'était extraordinaire. Et alors, est-ce que c'est ça qui a entraîné, effectivement, alors en même temps, on parlait de diététique. Est-ce que le concept de santé, attention, manger sain, est arrivé en même temps, c'est plus tard? C'est beaucoup plus récent, parce qu'on est d'abord passé par la phase de manger pas cher et n'importe quoi. Donc on a mangé des produits avec des insecticides épouvantables. On a commencé à voir que le sucre était addictif, donc il fallait en donner, mais que comme les Américains ne produisaient pas beaucoup de sucre de canne ni de betterave, qu'il fallait trouver autre chose comme sucre, et ils ont trouvé un ersatz du maïs. Ils ont mis partout, dans les différents produits, y compris les sodas. Soda, ça vient de soude, il faut voir l'origine. Intéressant. Buvez de la soude. D'ailleurs, le Coca-Cola est une invention française au départ, qui a été faite, et que les Américains ont repris en enlevant l'alcool pour en faire un produit... L'ancêtre du Minitel, on a inventé le Minitel, ils ont inventé Internet. Voilà, exactement. Et pour revenir à ça, alors... Donc il y a eu. Alors pour revenir à votre question, quand commence la prise en compte de l'intérêt de la santé? Assez tard. Ah oui, je pensais que c'était concomitamment, non? Non, assez tard. Il y a bien sûr cette idée des protestants évangélistes sur lequel il faut manger peu, manger sainement, etc. Il y a toutes les religions qui le disent. L'islam, le judaïsme qui est extrêmement rigoureux, l'indianisme, qui aussi donne des conseils alimentaires très précis. Tout ça existe tout au long de cette époque. D'ailleurs, j'ai suivi l'histoire de ces régimes alimentaires qui sont assez convergents sur le fait qu'il ne faut pas manger de sucre, manger très peu de viande et manger le moins possible et manger lentement, qui sont les grands... Tous sont d'accord là-dessus. Tous sont d'accord. Ouais. Je donne aussi des exemples de régimes très contradictoires. Un médecin qui va vous dire qu'il faut manger absolument des tomates, puis l'autre qui va dire c'est un danger mortel. Mais il y a quand même quelques points communs qui apparaissent, comme ceux que je viens de dire. Et donc, c'est à partir de
on peut dire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'apparaît vraiment le début d'une prise de conscience sanitaire qui se développe, qui aujourd'hui prend d'importance chez les riches, mais qui devrait prendre d'importance parce qu'on peut... Partout. Oui, parce que si on regarde l'évolution possible de l'humanité, on s'aperçoit que on va être 10 milliards, 9 à 10 milliards. Ça, on peut plus l'empêcher, c'est comme ça. Donc, pour nourrir 9 à 10 milliards, il faudra peut-être faire comme beaucoup de pays à travers le monde. Il y a 2 milliards de gens qui mangent tous les jours ou presque des insectes. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oui. Et vous avez raison de dire encore aujourd'hui, parce que c'est une nourriture de pauvres, et même dans ces pays qui mangent ça, ce qui est essentiellement l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique centrale, ils n'ont plus envie d'en manger. Donc l'idée que nous, on va manger des insectes, j'y crois pas trop, même s'il y a des insectes dans les colas, des produits... Vous ne voyez pas non plus beaucoup à la pilule et tout ça Non, je crois que... Alors, dans les tendances, en dehors de ce qu'on pourrait vouloir, dans les tendances, il y a certainement la viande artificielle, les légumes, toutes sortes de légumes, les algues, qui sont, à mon avis, quelque chose qui contient beaucoup de nutriments et qui peut... Mais si on regarde ce qu'on pourrait vouloir, en dehors de ces tendances, ce qu'on pourrait vouloir, c'est certainement manger moins de viande, beaucoup moins de viande, sinon pas du tout, en particulier de la viande rouge, qui est très dangereuse. D'où le véganisme et tout ça. Oui, le véganisme qui commence vraiment sérieusement, il commence avec l'arrivée de la pensée indienne en Europe à la fin du 19e siècle, avec Gandhi. Mais qui devient presque doctrinaire aujourd'hui. Doctrinaire, même totalitaire. Même totalitaire, certains, comme tous les excès, ça devient extrémiste. Mais d'ailleurs, c'est pourquoi il est possible qu'on ait un totalitarisme écologique. Si on n'a pas pesé sur nous, oui. Si on n'est pas capable de faire volontairement ce qu'on doit faire, on va nous l'imposer. Et donc, on va certainement vers une réduction de la consommation de viande animale, avec des changements importants. Je voudrais signaler 2 changements très importants et très intéressants à discuter. Le premier, c'est la nourriture halal, qui prend beaucoup d'ampleur, puisque le monde musulman prend beaucoup d'ampleur, mais qui en même temps est contré par le fait que la souffrance animale remet en cause le mode d'abattage tant halal que kasher, et que donc on voit une évolution de la nourriture halal vers le véganisme, puisque si on ne peut pas manger... Parce que tout le monde est contre la souffrance atroce des animaux, bien sûr. Et donc la nourriture halal va basculer vers le véganisme. Deuxième sujet très intéressant, c'est la nourriture des bébés. Les bébés, tout le monde sait aujourd'hui de façon certaine que la meilleure nourriture des bébés, c'est le lait maternel. En Europe, et un peu aux États-Unis, mais surtout en Europe, les 2 plus grandes firmes européennes de l'agroalimentaire, qui sont aussi grosses que les grandes firmes américaines, sont les maîtres mondiaux du marché de la nourriture pour les enfants de 0 à 6 mois. Mais ça concerne encore qu'un tout petit marché. Donc, le marché est immense, potentiellement, c'est tous les bébés du monde. Sûr, Donc, il faudrait faire en sorte que les femmes n'allaitent plus. On pourrait d'ailleurs, et on le voit aujourd'hui, cela venir dans le contexte de la libération des femmes. Vous êtes libre, on n'a pas besoin de vous soumettre, si vous voulez travailler. Sauf que c'est très bon. Sauf que c'est très bon pour les enfants. Donc comment concilier ? À mon avis, ça va être un grand enjeu. Sachant que l'industrie agroalimentaire va tout faire pour que cet enjeu ne se pose pas, parce que si dans leurs rêves les plus fous, on généralise la nourriture pour nourrissons à la planète entière, c'est des triomphes, en particulier pour 2 entreprises européennes. Mais je crois qu'un des grands enjeux qui devrait mériter d'être discuté, c'est est-ce que les femmes peuvent être libres, travailler et allaiter leurs enfants. On commence à le voir. Des femmes qui vont au travail en allaitant, des femmes qui vont au Parlement en allaitant. On pourrait imaginer des mères de substitution, comme on a des mères de substitution, des mères porteuses, mais enfin des mères allaiteuses, mais pas en nombre suffisant. On pourrait imaginer d'autres systèmes, congélation maternelle. Le champ est immense, et c'est vrai. Non, mais ce livre, ce qui est passionnant, on pourrait parler de l'intelligence artificielle. Oui, alors l'intelligence artificielle va entraîner des choses cauchemardesques, puisqu'elle va entraîner le fait que on saura ce qu'on devra manger d'une façon sur mesure, et dans notre frigidaire, toute la nourriture sera avec une puce électronique, et quand vous ouvrez le frigidaire, on saura ce que vous avez pris, et votre compagnie d'assurance saura ce que vous avez mangé, et augmentera votre prime si vous avez pris les mauvais produits dans votre frigidaire. Ça va être, c'est pas Orwell, mais enfin, il y a un côté, c'est quand pire, même, 1984, c'est pire. Jacques Attali, au terme, encore une fois, ce livre, vraiment, lisez-le, parce que ça vous donnera une vision, je dirais, pique de la Mirandole, encyclopédie de ce qui s'est passé, et ce qui se passe sur l'alimentation, et ce qui se passera. Juste un mot. On peut dire quand même que vous avez été l'artisan de 2 présidents de la République, ou presque. Vous avez introduit François Hollande à l'Élysée. On le sait, je suis aussi bien placé pour le savoir, n'en jetons pas. Et puis, vous avez quand même pris un certain Emmanuel Macron comme secrétaire général de la commission Attali.
Oui, enfin, il était secrétaire général adjoint, et c'est en effet, il était un des principaux rapporteurs. Je l'ai trouvé tellement intelligent et brillant que je l'ai présenté à celui qui avait été en effet mon autre collaborateur antérieurement, qui était François Hollande, et on connaît la suite. Alors, vous êtes content du résultat ? Moi, je pense que c'est le moins mauvais possible dans la situation politique française aujourd'hui. Je préférais qu'on ait une opposition entre la gauche et la droite, parce que je suis un démocrate très traditionnel, et j'aime bien quand il y a une gauche et une droite. Mais dans la mesure où on a une réduction à une opposition entre Emmanuel Macron et le Front National, moi je veux pas du Front National. Voilà. Donc dans ce contexte politique-là, je pense que c'est le moins mauvais résultat possible. Et vous avez dit d'ailleurs, en fait, que les Gilets jaunes, c'est le témoignage d'une crise. Les Gilets jaunes, c'est plusieurs choses. C'est évidemment une crise très profonde. Je respecte, je l'ai dit tout de suite, je respecte ce mouvement avec beaucoup de sérieux, je le prends très au sérieux. C'est la crise de la classe moyenne, c'est la crise d'une partie de la classe moyenne qu'on voit pas, parce qu'on s'intéresse beaucoup, et moi, dans la fondation que je m'occupe, on s'intéresse beaucoup aux quartiers, aux banlieues, mais c'est la classe moyenne des territoires oubliés, des campagnes qui est en cause. Des périphériques. Et ça rejoint d'une certaine façon ce livre dont nous parlons, parce qu'une des premières choses qu'ont demandé les Gilets jaunes, c'est de se retrouver pour manger autour des ronds-points. Ça veut dire à quel point la nourriture et la conversation est essentielle. Merci Jacques Attali. Merci Jacques Attali, je rappelle la référence de votre livre, en plus il est l'heure d'aller déjeuner. Donc, Histoire de l'alimentation, de quoi manger est-il le nom, publié chez Fayard. Merci à vous. Tous ceux qui ont écouté peuvent réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. Merci à André Berkoff qu'on retrouve demain à midi en direct sur Sud Radio dans tous ses états comme chaque jour. Quant à nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, invité exceptionnel. Jacques Pessis est parti à la rencontre du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.